invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Orenstein est avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. David Belloc nous accompagne, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Attal est également avec nous, le directeur de la gestion multi-active de Russell Investments en France. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va parler bien sûr, messieurs, de 2026, des derniers événements attendus de 2025, à savoir les réunions de Banque centrale et notamment de la Fed. Mais un mot peut-être d'ailleurs, Alexandre, avec vous sur les enseignements en termes de marché, bien sûr, de cette année 2025, avec beaucoup de classes d'actifs qui ont payé, qui ont parfois bien, voire très bien payé, et toutes les zones géographiques qui ont finalement délivré des performances assez solides, tant sur la partie action que sur la partie crédit obligataire. Clairement, c'était une année dans laquelle il fallait rester investi sur les actifs risqués, quelle que soit la classe d'actifs, les marchés actions, toute zone géographique, tout secteur. Alors, il y a des disparités, des granularités entre les différents segments, les différents compartiments de la cote, mais finalement, c'était une année positive pour les actifs risqués. Marché actions, on le disait, mais également sur les marchés obligataires, où les marchés du crédit ont bien performé, et de la même manière sur les classes d'actifs un petit peu périphériques comme les matières premières ou tout ce qui tourne autour de l'or Des précieux. et des précieux. Bien Plus sûr. spécifiquement, on a là eu des très très belles performances, avec finalement une année dans laquelle la pondération au risque a été rémunérée. De manière un petit peu indiscriminée, parfois on peut se poser la question, avec une année qui a été peu volatile dans l'ensemble. Il y a eu des trous d'air, mais qui ont été rapidement rattrapés. Le mois d'avril, un petit peu autour de l'été, le mois de novembre, on voit que finalement, qu'on ait des baisses fortes ou des baisses modérées, la capacité de rebondir par la suite, elle est assez forte. Et même les marchés un petit peu satellites, ou en tout cas, on a souvent eu en 2023, 2024, des marchés haussiers, mais avec un arbre qui cachait la forêt. C'était surtout la tech qui performait. Là, on a des marchés émergents qui performent bien. Un marché européen qui signe une très très belle année aussi, un petit peu, pas contre toute attente, mais on a quand même des zones d'inquiétude, que ce soit en France, on a eu des inquiétudes un petit peu en Allemagne en début d'année qui ont été levées. Mais globalement, finalement, que ce soit les marchés européens, les marchés émergents, et peu importe la classe d'actifs, il fallait être investi, il fallait rester positif. Et le risque d'inflation ou de récession après 2 fortes années a finalement rapidement été écarté. Et même les droits de douane n'ont pas généré toute l'inquiétude qu'on aurait pu anticiper au cours du mois d'avril. Un point clé qui a peut-être, là aussi, j'allais dire, dispersé un peu les performances, c'est le dollar. Bien sûr, surtout sur la première partie d'année, on le rappelle, un indice dollar qui a perdu peut-être jusqu'à 10% à un moment face à un panier de devises sur les 4, 5, 6 premiers mois de l'année. C'est vrai que sur le premier semestre, c'est vraiment le dollar qui a été la seule classe d'actifs qui n'a pas retrouvé son niveau pré-Liberation Day, avant l'annonce des droits de douane. C'est le dollar qui est resté sur un niveau de 1,15, 1,16, 1,17 à peu près, qui a oscillé sur ces niveaux-là. Depuis le mois de juillet, il y a un peu de volatilité, mais l'amplitude est beaucoup plus faible. On a un range qui est quand même beaucoup plus resserré, autour de ce fameux 1,16. Vous mentionniez tout à l'heure, on est sur les niveaux actuels, ça bouge pas trop. Alors ça bouge au gré des statistiques, des anticipations de la Fed. On n'a plus la volatilité ou l'amplitude de mouvement qu'on avait en début d'année. La volatilité du premier trimestre et même du deuxième trimestre n'a pas été, c'est pas poursuivi. Et effectivement, finalement, les grands perdants ont été les investisseurs internationaux qui n'ont pas couvert le risque de change, notamment sur le dollar, par rapport aux autres classes d'actifs. C'est effectivement le petit point de bémol, le petit point de contraste par rapport à une année qui a été globalement très très positive. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tous les investisseurs un petit peu en Europe, en tout cas retail, qui ont surfé sur le Bitcoin, surfé sur la Nasdaq, surfé sur l'or, ils sont quand même impactés par la performance du dollar, parce que ce sont enlever 10%, quoi. Ces investisseurs qui ne sont pas couverts contre le risque de change, et donc forcément ça minore un petit peu, mais globalement ça reste très très positif. Le dollar reste une grande question pour 2026, ou est-ce que c'est une question qui est réglée au moins pour un temps? Non, ça reste quand même une très grande question pour 2026, avec des inquiétudes de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet de rattrapage un petit peu du dollar qui reviendrait peut-être sur le niveau de 1,10, 1,12, en fonction d'une économie américaine qui est quand même très très robuste. D'un autre côté, on a la Fed et un nouveau président de la Fed qui va arriver, qui aura peut-être des velléités à être un petit peu dans le sillage de son président, du président Trump, et donc de baisser les taux, ce qui pourrait un petit peu faire baisser un petit peu la valeur du dollar sur les prochains semestres. Qu'est-ce qui a marqué pour vous cette année 2025 sur le plan des marchés, sur le plan de la
capacité des économies à afficher une forme de résilience aussi, peut-être, Gustavo. Et globalement, est-ce que les marchés globaux, est-ce que les grands marchés un peu macro ont fini par réussir à mettre un prix sur tout ce qu'on traverse depuis plusieurs années, c'est-à-dire plus de 5 ans après le Covid, plus de 3 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, 1 an après le retour de l'administration Trump au pouvoir. Est-ce que les marchés ont réussi à mettre un prix sur tout ça d'une certaine manière? Chaque seconde, ils mettent un prix sur ce qui se passe dans la seconde, et puis on verra la seconde plus tard. Hein. Mais, non, en fait, il y a 3 piliers, je pense, qui explique un peu le bull market qu'on a cette année. Bon, le premier, c'est quand même la baisse des taux monétaires, globalement. D'abord, effectivement, généralisée, et puis la Fed qui a pris un peu le relais, notamment de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a que la Banque du Japon qui est dans ce mouvement inverse et qui crée aussi un peu d'émotion, effectivement, de temps à autre. Donc ça, c'est le premier effet qui va quand même se poursuivre un tout petit peu. On pourra en parler après sur l'économie américaine, mais en tout cas, du côté de la Fed, avec encore 2, 3, 4 baisses dans les prochaines semaines et prochains mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand même quelque chose qui se passe spécialement en Europe, qu'on a du mal à qualifier. On appelle ça une sorte de cycle financier. Il se passe quelque chose en Europe. Ça ne se voit pas beaucoup sur la croissance elle-même, qui reste relativement atone, mais il y a un effet de consolidation financière. On le voit en Europe du Sud, très clairement, en Italie, par exemple, en Espagne, au Portugal, même en Grèce. Bon, évidemment, la France et l'Allemagne, un peu plus compliqué, mais malgré tout, il y a, on la voit d'ailleurs, par exemple, dans les banques, dans le parcours boursier des banques en Europe. Donc, il y a un effet financier de liquidité, qu'on voit aussi d'ailleurs dans l'euro qui s'est renforcé. Et donc, tout ça, c'est plutôt finalement positif, malgré les problèmes évidemment importants de la zone euro et de l'Europe en général. Et puis, la troisième chose, c'est le boom de l'IA, évidemment, là aussi, qui a alimenté énormément le risque en général, avec quand même quelques particularités. Bon, d'abord, évidemment, des questions de valorisation qui sont venues angoisser de plus en plus les investisseurs, on pourra en reparler. Et autre chose qui est assez étonnant, quelque part, c'est qu'il y a ce boom de l'IA, donc il y a un boom de Wall Street, mais pas du tout de Main Street, même aux États-Unis, puisqu'on voit que le moral des ménages, par exemple, est bien, bien loin des points où il était en 2000, lorsqu'il y a eu la bulle Internet, qui avait une vision beaucoup plus optimiste générale des Américains. Pas cette fois-ci. Et je dirais que même l'IA, d'ailleurs, les perspectives sur l'IA du grand public sont beaucoup plus mesurées. Il y a aussi beaucoup de choses négatives qui sont souvent mises en avant en termes d'impact sur le travail, d'impact sur les libertés individuelles, d'impact sur plein de choses. Il n'y a pas que la performance financière. Pour un ménage américain ou pour un actif américain, ce qui gagne peut-être avec son portefeuille financier sur Wall Street grâce à l'IA, il se dit qu'il va peut-être aussi le perdre du côté de son travail, par exemple, et que du coup, l'un dans l'autre, est-ce que l'IA est bon pour moi ? Ce thème du déplacement, voilà, de l'effet, un effet éventuellement pervers que pourrait avoir l'IA, notamment sur le marché du travail, c'est pas quelque chose qui était présent à la fin des années 2000 quand on parlait d'Internet. Non. Sur la zone euro, là, ce que vous dites, cette espèce de cycle financier, cette consolidation financière, c'est le reflet d'une zone euro qui est plus soudée que jamais, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Quand on regarde ça d'un point de vue de marché, avec des spreads, on parle beaucoup du spread français, mais si on arrive à sortir de ce biais franco-français, on voit quand même, justement, et notamment pour ceux qui ont traversé et connu la crise souveraine, on voit des écarts de primes de risque entre pays de la zone euro qui n'ont peut-être jamais été aussi resserrés depuis, en tout cas, la grande crise souveraine des années 2010-2012. Tout à fait, c'est l'inverse de la fragmentation. Il y a eu cette fragmentation dont on parlait beaucoup en 2010, 2011, 2012. C'est un risque que le marché a évacué. Complètement, maintenant, voilà, on a beaucoup moins peur effectivement, du risque, même en Italie, en Espagne. Tout se resserre énormément. Et on a l'impression que voilà, la liquidité, je ne sais pas comment l'appeler, mais va dans tous les endroits, circule un peu partout. Ce qui fait que même la question française, des finances publiques françaises, malgré les grandes difficultés qu'on connaît tous, a un impact, très clairement, puisqu'aujourd'hui, les spreads français intègrent largement une dégradation des finances publiques, mais n'est pas catastrophique non plus, parce que, en fait, ça arrive à un moment où, en Europe, eh bien, il y a cet effet positif. Alors, d'où ça vient ? Alors, d'abord, ça vient effectivement des réformes passées et de tous les efforts institutionnels en Europe pour renforcer l'Europe. Ça vient aussi des conséquences de 2022, je dirais même 2020 et 2022. 2020, le Covid et donc toutes les émissions et la solidarité européenne. Et 2022, évidemment, face au choc de la guerre sur le continent, ça a resserré tout le monde.
Et puis avec ça arrive 2024, le choc Trump, on va dire. Et là, l'Europe, évidemment, se retrouve acculée et donc obligée d'être, de se rapprocher, d'être plus solidaire. Et ça se voit sur les marchés financiers, même si, encore une fois, ça ne se voit pas forcément en termes de croissance générale, mais ça se voit en Europe du Sud, très, très clairement, et ça se voit sur les marchés financiers. Et ça, tout le monde en bénéficie. Et autre point, c'est qu'effectivement, les politiques américaines, suivies depuis l'élection de Donald Trump, ont plutôt écorné le statut du dollar, non seulement pas remis en question, mais loin un peu écorné. Or, la deuxième devise dans le monde, loin derrière le dollar, mais enfin quand même, c'est l'euro. Et d'ailleurs, l'euro, c'était la deuxième, mais c'est loin devant tous les autres. Bien loin devant même le yuan chinois. Donc, c'est important, ce statut particulier a bénéficié globalement à l'Europe. Il y a énormément d'émissions obligataires d'entreprises internationales en euros. Et donc, ils bénéficient de ce marché et de cette devise qui, pour le coup, est quelque part un succès un peu inattendu dans ces moments. Intéressant d'avoir aussi toujours, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais cette lecture du marché qui contraste parfois avec un narratif politique ou médiatique qui est parfois un peu différent quand on parle de l'Europe. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est que les marchés ont l'air d'aller bien dans une économie qui, globalement, va pas très bien. Bon, on a fait un peu le tour de 2025. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter de votre point de vue, David. Et puis, ça nous permet évidemment de partir un peu sur les grands équilibres qu'on peut imaginer pour 2026. Alors, donc, on a eu effectivement une économie assez résiliente quand même. On a 3% de croissance globale, à peu près équivalent à ce qu'on a eu l'année dernière. Et une certaine résilience par rapport à des chocs géopolitiques majeurs. On a eu le choc des tarifs. Finalement, on se rend compte que l'inflation, certes, a monté, mais pas à des niveaux stratosphériques. On reste aux alentours de 3. On voit que les boîtes américaines ont réussi à prendre un peu sur leur marge et à relativement peu augmenter les prix pour l'instant. Peut-être qu'en parallèle, elles ont réussi à réaliser des gains de productivité aussi, ce qui leur a permis de gérer cette hausse des tarifs. On pensait beaucoup plus dans un premier temps que beaucoup plus de ces tarifs seraient transmis directement au consommateur final. Ce qui faisait qu'effectivement, les économistes travaillaient sur des scénarios de redémarrage d'une inflation à des niveaux bien plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Toutes les attentes, si on nous avait dit effectivement que les tarifs avaient été au niveau de ce qui a été annoncé par Trump en avril, effectivement, les attentes de niveau d'inflation auraient été bien supérieures. Même s'il est revenu progressivement et qu'on se rend compte que finalement, les entreprises sont plutôt bien adaptées au niveau des chaînes de valeur aussi. Elles ont pu contourner. Donc, tout ça, c'est une résilience aussi par rapport au choc géopolitique. On voit qu'en fait, la Chine et les États-Unis sont en conflit, mais ont besoin l'un de l'autre, et c'est complètement interdépendant. Donc, la Chine a compris sa puissance avec les terres rares, et a utilisé de cette arme que les Américains ont dû faiblir. Mais la Chine a également besoin de rattraper son retard sur les puces de dernière génération. Et finalement, pas de rupture au niveau du commerce mondial. Et donc des résultats finalement d'entreprises de très très bonne facture. Et donc il y a effectivement une hausse qui est assez mal répartie. C'est vrai que sans la thématique IA et sans les 7 magnifiques aux US, on est à 5% de hausse. Sans la défense et les bancaires, on est à 5% de hausse en Europe. Donc ça, c'est vrai. Mais on a quand même une résilience des résultats. Et finalement, une hausse qui, jusqu'à présent, s'explique essentiellement via une croissance de bénéfices et des marges résilientes. On a tout pour construire et une bulle, mais pour l'instant, il s'avère que cette année 2025 est quand même une bulle de profit pour l'instant. Voilà, c'est une bulle de profit et donc on en est là. Bon, après, c'est vrai qu'on a un consommateur américain qui a quand même extrêmement surpris. 2% de croissance, c'est la moitié de la croissance américaine. Par contre, c'est une économie d'autant plus que les enquêtes auprès du consommateur américain sont toujours plus déprimées. Alors, c'est le Michigan, c'est lié à l'inflation, c'est assez biaisé, mais c'est vrai qu'on est clairement aux États-Unis dans une économie ultra inégalitaire. Économie en cas, on a toute une marge de la population qui souffre de l'inflation. On le voit dans les enquêtes Michigan, on le voit dans les données de consommation. Et en même temps, on a $100 000, alors ça a peut-être évolué depuis, mais c'était d'il y a quelques mois, de gains médians, pas moyens, médians, du ménage américain. Et donc, en fait... le patrimoine du ménage. Non. De gains sur un an, pardon. Sur un an. Réalisé sur un an. Okay. Voilà. Okay. Donc, en fait, ça, c'est un énorme soutien, d'où aussi cette fragilité de la consommation et de la croissance liée à ces effets richesses, et jusqu'où ça va pouvoir tenir. Ouais.
Justement, l'avenir de cette économie américaine en cas, je veux dire, comment est-ce que les choses peuvent se réconcilier? Est-ce qu'elles doivent se réconcilier? Comment est-ce qu'elles peuvent se réconcilier aujourd'hui? Elles doivent, il faut qu'elles se réconcilient. Alors, on a effectivement Trump qui vise les mi-termes en novembre et qui préannonce des chèques, mais qu'il n'a pas il n'a pas les moyens de délivrer $2 000 à 80% des ménages. Il Ça mange coûterait- tous les revenus des mais tarifs. plus, hein. même, ça Et serait même 400 plus. milliards. Bon, ah ouais, d'accord. Quand une année de Ouais. tarifs pleins, sachant que les tarifs sont a priori là pour baisser, d'après toutes les annonces, rapporte 300 à 350. Donc en fait, il augmenterait son déficit et sa dette en délivrant. Donc il faut qu'il cible effectivement, clairement, les ménages premiers déciles qui souffrent de cette inflation. On a aussi un marché du travail qui commence à être tendu. On a peu d'embauches, peu de licenciements pour l'instant, mais peu d'embauches, chômage des jeunes. Donc on a une Fed finalement qui reste aux aguets. C'est assez fragile comme équilibre. Ça satisfait les marchés, puisqu'en fait, malgré cette remontée de la croissance agrégée, elle est aux aguets. Elle va délivrer son cycle de baisse des taux justement pour soutenir cette partie-là de l'économie. Donc finalement, ça fait les affaires des actionnaires, mais ça reste assez fragile. Bon, sur la Fed, justement, là, alors, qu'est-ce qui va fonder la décision de la semaine prochaine? À un moment, on a eu le doute, mais visiblement, le marché est à nouveau convaincu qu'il y aura une troisième baisse de taux d'affilée, quelques autres à suivre en 2026, au point que, au final, quand le successeur de Powell arrivera en mai, peut-être que le travail aura déjà été fait. L'idée de la Fed, en fait, c'est de trouver le juste équilibre pour maintenir un peu la pression, parce qu'on a quand même une inflation qui est clairement au-dessus de la cible des 2%. Après, si on considère, c'est le PCE Core récent qui affiche un demi-point lié au tarif, et que cet effet tarif ne va pas se reconduire année après année, il y a 2/10, ce qui est quand même pas négligeable, d'effets services financiers liés à la hausse phénoménale des marchés actions, etc., qui n'est pas nécessairement reconductible tous les ans non plus. Ouais. Bon, donc au final, on a une inflation core, PCE core, qui est quand même la target Fed, qui n'est pas non plus complètement déconnectée. On peut naturellement revenir à 2% sur le non, corps PCE. pas de l'occurrence, parce qu'on a une politique des flux migratoires qui va avec le Big Beautiful Bill et l'incitation à l'investissement hors IA. D'ailleurs, ça serait une très bonne chose pour l'économie américaine et mondiale, qui est de l'investissement hors IA. De se diversifier un peu, bien sûr. Le problème, c'est que ça va clairement manquer de main-d'œuvre. Ouais. Donc, soit il y a des gains de productivité ou l'IA qui arrive à se substituer, c'est peut-être le plan de Trump et de son administration, mais il y a quand même une pression potentiellement sur ces services, enfin sur cette inflation service, notamment des jobs qui étaient occupés par ces flux migratoires, enfin cette immigration. Donc attention sur ce point. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a un immobilier dont la composante inflationniste décroît. Ça va dans le bon sens. Donc, je pense que... et puis, on a aussi des besoins de financement massifs, quoi. On a un cycle de CAPEX phénoménal. On a même une finance privée, enfin, des private loans et autres, un peu obscure. Il ne s'agirait pas non plus Mais ça, c'est un bon argument pour la Fed et des baisses de taux? C'est de la dominance fiscale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix, en fait. D'accord. Concrètement, elle n'a pas le choix. Au même titre que l'État américain est à 7% de déficit, il y a 3 500 milliards de dettes à horizon 10 ans. Donc elle est obligée de perdre un peu de sa crédibilité, entre guillemets, pour... Juste ce qu'il faut, oui. Pour sur l'île de crête. Il ne faut pas qu'elle assurer perde ce genre la crédibilité, parce que sinon on a une pontification très forte de la courbe, une baisse du dollar et une défiance complète. Mais il ne faut pas non plus qu'elle surréagisse, puisqu'on sent que derrière, il y a quand même un cycle de CAPEX monumental. Ouais. Et concrètement, l'économie, mais même mondiale, on parlait des émergents, ne peuvent pas subir un revirement de politique faite. Alors là, pour le coup, ça serait une catastrophe pour les marchés en 2026. Qu'est-ce que vous dites sur l'avenir des politiques monétaires et notamment celle de la Fed, Alexandre, chez Russell Investments? Est-ce que la Fed reste dans l'idée de baisse de taux
assurantielle, c'est-à-dire on enlève la partie un peu trop restrictive ou encore jugée restrictive de la politique monétaire, ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose qui sera de l'accommodation monétaire, de l'assouplissement monétaire? Il y aura 2 étapes. La première étape, c'est effectivement d'accompagner le mouvement de résilience de l'économie américaine, mais qui montre certaines zones de faiblesse. Effectivement, c'est pour ça que la baisse de la semaine prochaine, elle fait partie de nos anticipations. Le marché s'est un petit peu réajusté. Il y avait eu un trou d'air. Nous, on avait anticipé finalement ces 3 baisses consécutives, septembre, novembre et mi-décembre. Et donc, on avait positionné les portefeuilles pour accompagner ce mouvement de baisse qu'on continuerait à avoir sur 2026, avec en tête quand même le nouveau président de la Fed qui va être annoncé prochainement et qui il aura une volonté à ne pas être docile, mais il sera quand même choisi dans une optique d'accompagner le déploiement de la politique américaine, politique budgétaire américaine, et donc d'être plutôt un accommodant plutôt qu'un opposant à l'administration. Mais ça veut dire qu'en mai, c'était le point que je soulevais, mais il arrivera en mai. Et il aura encore de la latitude et des marges de manœuvre pour continuer de baisser les taux si la Fed a déjà délivré 3 baisses de taux en 2025, plus peut-être 2 au cours du premier trimestre encore. On s'attend effectivement peut-être encore à 3 baisses de taux en plus de celle-ci sur 2026. D'accord. Donc en plus, sans compter celle de 2025, on anticipe 3 baisses de taux. Alors après, est-ce que ce sera sous le mandat de Powell ou le mandat du successeur? Finalement, ils vont s'arranger parce que Powell en aura fait plus quand même que son Powell successeur. En aura fait plus pour l'instant. Même si, j'ai envie de dire, le nom du prochain président va être annoncé d'ici la fin du mois. Donc finalement, on n'aura pas un pilotage à 4 mains sur le premier semestre, mais il sera quand même bien impliqué dans les orientations que la Fed va vouloir prendre. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous, on pense que cette Fed va rester accommodante, accompagner le mouvement assez finalement en soutien de l'économie. Alors, il y a un peu d'inquiétude sur le marché du travail, vous le mentionnez. L'effet de l'IA, dans quelle mesure ça se déverse positivement, mais également ça détruit ce phénomène un peu de destruction créatrice de toute innovation, de tout cycle d'innovation. Maintenant, d'un point de vue des bénéfices d'entreprise, et si on revient un petit peu sur la partie microéconomie, on a des perspectives de bénéfices pour 2026 et 2027 qui restent encore très élevées, après une année qui a été phénoménal en 2025. Aux États-Unis notamment, et même, dans les émergents. En 2025, oui, c'était très ciblé émergents États-Unis, mais pour l'instant, sur 2026, les projections, c'est très généralisé. C'est-à-dire que même le Royaume-Uni, même la zone euro, on revient sur une perspective à 2 chiffres. Alors, est-ce que ça profitera finalement de cette... Ça ira dans le sens de cette convergence européenne. Finalement, ce sera le phénomène de délivrance, en quelque sorte, le message délivré par l'Europe d'un point de vue au niveau des entreprises. Mais on reste plutôt aujourd'hui, en perspective 2026, sur une assez forte convergence des perspectives de résultats des entreprises, toutes zones confondues. C'est ce qui fait que pour l'instant, d'un point de vue du cycle, on a plutôt des perspectives qui restent positives sur 2026, après des années qui ont été relativement solides, 2023, 2024 et 2025. Ouais, bon. Sur la Fed, les politiques monétaires, encore une fois, est-ce qu'on va avoir une Fed accommodante ou est-ce qu'on aura une Fed qui va juste assurer, garantir une poursuite du cycle sans avoir besoin de basculer dans un assouplissement des conditions financières? Je crois que le scénario aussi a été bien décrit, c'est-à-dire que si on prend cette idée je rebondis sur l'économie en K, donc la Réserve fédérale est en train de regarder la partie baissière du K pendant que les investisseurs regardent la partie haussière des profits, et ce mélange-là effectivement est extrêmement positif, et ça fait partie du scénario on va dire optimiste. Côté de la Fed, ce qui compte à la limite, plus de savoir combien de fois elle va baisser les taux précisément, c'est qu'elle reste toujours en soutien dans une logique où si le marché du travail s'avère être plus mauvais que ce qu'il est déjà anticipé aujourd'hui, elle agira. Et rien ne l'empêche vraiment. Et effectivement, aujourd'hui, je rejoins la description qui était faite de l'inflation aux États-Unis. On a l'impression que même si les droits de douane peuvent continuer encore à alimenter, parce que notamment l'effet des inventaires n'ont pas encore complètement été écoulés, les inventaires pré-droits de douane n'ont pas encore complètement été écoulés, donc il peut y avoir encore quelques hausses, mais ça reste temporaire, ça reste un effet, une bosse. On peut regarder à travers. Voilà. Alors, personne ne va utiliser le mot temporaire, soyons clairs, parce que le mot a été trop connoté pendant la crise. Stigmatisant. Voilà, du coup, on va dire autre chose, mais c'est pareil, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que oui, bien sûr, il va y avoir un peu de passe-chou, les prix vont un petit peu augmenter, mais ça ne va pas alimenter fondamentalement. D'autant plus que si le marché du travail faiblit, du coup, les salaires ne vont pas suivre, enfin, il n'y aura pas de fameux effet de second tour. Donc, c'est tout à fait raisonnable comme scénario. Donc, la Fed est tranquille,
peut aller peu à peu revenir vers le neutre, qui est quelque part autour des 3, 3,5, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce sera Et une au autre cas histoire. où, au cas où, baisser plus vite. Voilà. Après, ça dépendra effectivement de la forme du cas, de l'affaiblissement ou pas, de la poursuite de l'affaiblissement du marché du travail. Après, ce qui est intéressant, c'est que une des raisons qui est ce mal-être, notamment dans les enquêtes auprès des ménages, donc c'est pas l'inflation elle-même est plutôt basse, mais alors c'est effectivement le souvenir de l'inflation, ou en tout cas la hausse des prix. Tout coûte cher, effectivement, aux États-Unis. Il suffit d'y voyager, on s'en rend compte. Bien sûr. Et ça laisse des traces. Mais il y a aussi l'immobilier. La question de l'accès à l'immobilier. Et là, c'est lié au taux long. Donc, il y a un jeu un peu compliqué. C'est aussi qu'il faut faire baisser les taux longs. Et donc, je crois que l'année prochaine, il y a quand même une question très importante pour le gouvernement américain. C'est de décider quel type de politique budgétaire ils vont mener. Quelle stratégie budgétaire. Parce qu'on se souvient que quand Scott Bessent arrive au Trésor, son idée, c'était de faire baisser les taux longs. Oui, ce sera ça le KPI. Ils avaient dit c'est que 10 ça, ans. le truc. Exactement. Je vais faire pas baisser Wall les taux Street, longs c'est le 10 ans grâce au américain. Doge, Et pas du tout. Ça, on voit bien, c'est pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à le faire baisser. Et si l'année prochaine, l'idée, c'est de distribuer des chèques à tout le monde, c'est pas prêt de baisser. Donc il y a un conflit de ce qu'ils veulent faire. Une analyse de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui, notamment chez les ménages, notamment chez les plus jeunes, puisque quand on regarde des enquêtes par classe d'âge, chez les moins de 35 ans, c'est l'effondrement total. C'est au plus bas depuis que ces enquêtes sont... Du moral, vous voulez dire? Du moral, absolument, des ménages les plus jeunes, parce que là, difficile d'accès... Alors d'abord, accéder au marché du travail est difficile, puisqu'il n'y a pas beaucoup de licenciements, il n'y a pas beaucoup de création non plus. Et puis tous les postes juniors sont les premiers qui vont être peut-être remplacés par l'IA. Donc, ça veut dire que le step-in dans le marché du travail, il peut devenir aussi compliqué avec l'IA. Donc le fil bad, on va dire, dans cette classe d'âge est très élevé. Et on voit bien politiquement, du coup, la victoire de Mani à New York, c'est vraiment ça. Et du coup, ça, du point de vue politique, dans une année électorale, évidemment, pour la Maison-Blanche, c'est gênant. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire des chèques? Mais alors, du coup, négliger la question des taux d'intérêt, ou plutôt favoriser le taux d'intérêt, mais ce qui veut dire avoir une politique budgétaire plutôt restrictive. Bon, il faut qu'ils se décident. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de discussions autour de Trump pour savoir quoi faire. Il y a derrière ça, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet, il y a aussi tout l'aspect politique quantitative, la gestion du bilan de la Réserve fédérale américaine, la stratégie d'émission du Trésor. Enfin voilà, il y a plein de manières, effectivement, d'essayer de patcher un peu cette équation. Même sur les mortgages, ils anticipent de faire en sorte de... 50 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bien. ça. Ouais. Non, mais alors après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, comme la dérégulation bancaire. Est-ce que ça fera remonter le moral des moins de 35 ans de se dire je m'endette à 50 ans Comme la dérégulation bancaire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les taux n'ont pas baissé, mais je trouve qu'ils n'ont pas monté non plus. Alors que franchement, il y avait, avec 7% de déficit, une croissance assez robuste, et ce qui a été annoncé avec Big Beautiful Bill et les tarifs, de quoi jouer des niveaux de taux longs supérieurs à ce qu'on a eu. Donc en fait, il y a des stablecoins, des dérégulations bancaires pour la Fed qui est aux idées. On voit que le quantitative tightening c'est fini et qu'elle pourrait reprendre éventuellement. Là, pour l'instant, elle se finance avec du treasuries, du T-bill, donc une maturité courte. Mais enfin, il y a un moment où elle peut intervenir sur la partie longue. Et quant à l'administration Trump, c'est ce qu'elle annonce. Alors, il y a le 50 ans, mais il y a aussi peut-être, via de la titrisation, toutes sortes de mécanismes, de quoi baisser de 50 centimes, 0,5%, éventuellement, le taux d'emprunt pour l'accessibilité au logement. Bon, en tout cas, ça ferait partie de réformes avant les midterms qui peuvent s'envisager. Alexandre, allez-y, puis après on parle un peu des sur convictions 2026. Effectivement, sur comment l'administration de Trump va se projeter sur 2026 et agencer. Finalement, 2025, c'était aussi l'année pour elle de réorganiser toute la partie matières premières et notamment pétrole. Et donc, on voit qu'il y a un prix du pétrole quand même qui est quand même relativement en bas par rapport à ce qu'on avait pu connaître il y a 2-3 ans. Qui semble convenir à tout le monde, en tout cas. Qui semble convenir à tout le monde. Et finalement, c'est aussi ça qui donne un petit peu de marge de manœuvre à l'économie américaine et à l'administration américaine en termes de perspective d'inflation. Et finalement, tout le sillon de Trump autour de l'Arabie Saoudite, son travail pour résoudre la guerre en Ukraine aussi, c'est une manière d'essayer de calmer la tension géopolitique, d'éviter tout envolé du prix du pétrole. Oui, parce que c'est pas drill, baby drill qui fait que le pétrole est pas cher aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est ça. Ouais. Et donc, clairement, tout le travail qui est fait là, depuis 5-6 mois, d'un point de vue géopolitique, c'est pour écarter un petit peu le risque de rebond du pétrole à moyen terme et donc de venir un peu gripper la mécanique anti-inflation ou lutte contre l'inflation de la Fed. Et donc, c'est aussi ce travail-là qui a été mené en amont sur 2025, qui peut laisser un peu des marges de manœuvre sur 2026 en termes de perspective et de soutien
soutien de la Fed à l'économie. Bon. En termes de dynamique de marché, où sont vos convictions respectives chez Russell Investments pour commencer, Alexandre, sur 2026? Autrement formulé, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas en termes de tendance par rapport à ce qu'on a décrit là pendant une demi-heure et ce qu'on a pu observer au cours de l'année 2025? Alors c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de rupture de tendance par rapport à ce qu'on a depuis ces derniers mois. Alors, il y a la photo calendaire de 2025-2026, mais effectivement, l'économie continue. Il n'y a pas de rupture calendaire. Et c'est pour ça que d'un point de vue du cycle économique, on est plutôt confiant et on maintient une surpondération sur les actifs risqués. Actions, crédits, plutôt investment grade, plutôt high yield qu'investment grade, pardon. Et on privilégie toujours cette capacité de l'économie à être relativement résiliente et de continuer à croître, alors sur des rythmes différents d'une zone à l'autre, mais finalement, la macro et la micro semblent plutôt bien alignées. On a un peu des inquiétudes sur les valorisations, on peut en avoir, mais finalement, on a eu des résultats d'entreprise qui ont été plutôt à la hauteur, et donc des bénéfices qui ont accompagné la hausse des prix. Et donc finalement, les valorisations aujourd'hui, après des marchés qui ont bondi de 15% selon les zones, les valos ne sont pas plus chères qu'elles ne l'étaient il y a 12 mois. Alors, il y a quelques différences ou quelques granularités, mais finalement, globalement, les valorisations, ce n'est pas le point de vigilance majeur. Et on a un sentiment global qui est des investisseurs, je ne parle pas des enquêtes d'opinion ou des particuliers, mais plutôt un sentiment qui accompagne ce mouvement haussier. Donc pour nous, on maintient une allocation plutôt constructive. Il y a des zones de vigilance. L'inflation en fait partie, en se disant effectivement dans quelle mesure on pourrait avoir un deuxième cycle d'inflation, qui n'est pas pour l'instant dans les cartes, mais il faut l'avoir en tête. Vigilance sur le marché du crédit privé. Historiquement, il y a toujours une deuxième vague. C'est un peu ça. Donc, il y a toujours une deuxième vague. Maintenant, il y a quand même un effet démographique qui pèse sur l'inflation, enfin qui pèse à la baisse sur l'inflation. Et la démographie, qu'elle soit dans tous les pays développés et même maintenant, même dans les pays émergents, elle est très orientée à la baisse. Et donc, ça baisse énormément la pression inflationniste. Maintenant, il y a des zones de vigilance, je le disais, sur le crédit, notamment le crédit privé, qui a beaucoup augmenté, des volumes qui... Il y a eu un peu trop d'enthousiasme, peut-être, dans ce... c'est de l'enthousiasme. C'est du compartiment privé, notamment de dette privée. Ça a été beaucoup d'afflux de liquidités, d'afflux d'investissement, et désormais... C'est comme ça qu'on mesure l'enthousiasme. Désormais, une zone qui devient systémique, un secteur qui devient systémique. Et on observe quelques signaux faibles qui montrent un peu de difficultés de la part des entreprises, notamment en termes de remboursement, du paiement des intérêts, où on émet de la dette pour rembourser les dettes précédentes. C'est jamais bon signe de rentrer dans ce cercle vicieux. Voilà, quelques zones de vigilance, mais globalement, aujourd'hui, si on s'en tient à l'analyse du cycle, l'analyse des valorisations et l'analyse du sentiment de marché, il n'y a pas de rupture majeure à avoir dans un contexte où on a une Fed qui va être accommodante et des politiques qui sont plutôt orientés vers le soutien à l'économie. Est-ce qu'il y a des choix nouveaux à faire dans une allocation, dans une gestion diversifiée, tout en restant constructif? Est-ce qu'on a envie de toujours être porté par la tech et le thème des CAPEX IA ou par le thème de la souveraineté ou des banques européennes, par exemple? Est-ce que ça reste des piliers valables dans la construction d'une stratégie? Est-ce qu'on a envie de jouer peut-être des choses un peu plus contrariantes au regard de ce que le marché a délivré en 2025, Gustavo? Oui, alors il y a quand même quelques évolutions que nous faisons dans nos portefeuilles. D'abord, il y a quand même une certaine maturité sur le marché action en général, enfin du risque en général. Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est très vrai aux États-Unis, c'est très vrai dans certains secteurs spécifiques. Il y a eu, alors ça s'est un peu corrigé récemment, mais bon, il y a des zones d'euphorie clairement, en partie corrigées. Mais bon, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme en règle générale, ce qui nous amène quand même à être un petit peu plus prudents. Bon, on va dire le pilier psychologique nous emmène à être un petit peu plus prudents. Donc on a quand même plutôt globalement réduit les taux d'exposition, même si on est toujours, on va dire, au-dessus des zones neutres, donc toujours quand même investi. Alors toujours très 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 diversifié, et vous le savez, on a cette approche équipondérée pour éviter d'être trop concentré dans quelques valeurs et quelques histoires. Donc ça c'est toujours très important pour nous, et couvert sur le risque de change. Et on reste couvert sur le risque de change globalement. Autre point... C'est-à-dire que les actions américaines sont couvertes absolument. Dans tous nos portefeuilles internationaux, le risque de change est couvert. En fait, structurellement, elle est couverte. Si on n'a aucune idée, on la couvre. Je comprends. On la découvre que s'il nous semble que le dollar est intéressant. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il ne faut pas oublier que le point de départ du dollar, c'est un dollar très cher.
Donc que le dollar baisse Oui. d'une manière ou d'une autre, c'est Oui. pas un scandale. Donc Oui. on n'a même pas besoin de gros accidents, juste que peu à peu ça s'ajuste. Et il reste encore cher comparé à certaines Et il devises reste encore aujourd'hui. cher. Hein, donc... Bon, c'est pas un scandale si le dollar continue Ouais. de baisser. C'est la vitesse évidemment qui Ouais. crée toujours de l'émotion. Et puis il y a quelque chose quand même qu'on change dans nos portefeuilles, c'est que jusque-là, ce qui n'était pas en action était entièrement en monétaire. Et là, on est quand même en train d'acheter au fur et à mesure des taux plus longs, voire même des taux très longs. Pour la première peu de fois duration, depuis là. longtemps, on est en train D'accord. d'acheter effectivement dans des phases de correction. On en a eu que ces derniers jours. On profite à chaque fois pour acheter vraiment des parties plus longues de la courbe. Parce qu'il nous semble, nous, quand même, que l'histoire des taux et l'histoire monétaire est plus ouverte qu'il n'y paraît. Effectivement, on a l'impression, vu d'aujourd'hui, que la BCE va faire 2%, on en parlait tout à l'heure, 2% pour toujours, Oui, que, oui, il se passera qu'il va y avoir une rien. sorte d'atterrissage Oui. parfait, que la Fed va s'arrêter à 3, puis elle va rester là pour toujours. Bon, ça ne se passe jamais comme ça. Et comme il y a quand même une asymétrie, il nous semble, plutôt baissière, Ah. c'est quand même un environnement... Il y a de la où- valeur quand même maintenant dans ces parties longues de Bah, courbe. Je dirais pas pour, on va dire, gagner de l'argent en tant que tel. Par contre, comme couverture pour une partie action qui est toujours importante dans nos portefeuilles, D'accord. ça nous semble maintenant quelque chose de valable. Comme, Donc on retrouve là quand même un actif de protection à ces l'actif niveaux de prix en tout à cas. ces niveaux de prix, la valo est redevenue Ouais, ouais. raisonnable comme un actif refuge. Ouais. Bon, intéressant. Oui, c'est une nouveauté quand même, effectivement, dans Pour nous, un oui. paysage depuis plusieurs années où nous, l'obligataire parce n'a que, plus ouais. été un refuge et Plus loin du de là, tout, au contraire, plutôt évidemment, même un détracteur souvenir- de performance. Hein. Et il y a le souvenir traumatique de 2022, je pense, qui a Ah bah, beaucoup, sûr. beaucoup marqué les esprits. Sûr. Oui, pour peut-être une génération au moins, même si parfois la mémoire est celle d'un poisson rouge sur les marchés. Mais là, il y a eu un moment fort, effectivement. Bon, les convictions 2026 de votre côté. Alors pour rebondir David. sur la partie duration, la partie taux, c'est vrai que tactiquement, il y a sûrement des choses à faire. Donc, par exemple, sur le UK, où on voit que il y aura peut-être moins d'inflation, moins de croissance, une BOE plus accommodante, des niveaux assez attractifs, un carry. Potentiellement sur le Canada, la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des zones comme ça sur lesquelles il y a du long duration tactique. Sur toute l'année 2026, je ne m'aventurerai pas à faire un pari D'accord. franc et massif D'accord. sur un Ça peut directionnel être encore un duration. peu secoué. Ouais. Ça peut être secoué. On voit la courbe japonaise, notamment, que tout le monde surveille un peu en ce Voilà, moment. on voit la courbe qui peut être japonaise, encore on assez voit quand animée. même que ce taux US a du mal à passer sous les 4%. C'est quand même une grosse force de rappel. Il y a peut-être un peu de pontification à aller chercher, quitte après à rejouer l'inverse, enfin le mouvement dans le sens inverse. Et en fonction de ce qu'ils vont annoncer, alors quid de Lisa Cook, Oui. perte Oui. d'indépendance ou pas, quid du nouveau Fed Chairman. Chair, voilà, Chairman. Qu'est-ce que ça va générer sur la partie longue de la courbe, notamment taux 10 ans, 30 ans US. Bon, voilà, donc plutôt en expectative de ce point de vue-là, d'autant C'est plus la qu'on est... poursuite de la vandalisation des institutions américaines par l'administration en place. Ça peut être un sujet Ça peut être continu clairement. encore en 2026. Clairement. D'accord. Alors après, normalement, c'est le dollar qui prend et pas les taux, Ouais. puisque pour l'instant, Oh, c'est ce qui bah, s'est passé, mais oui, bon, oui. À voir. Après, non, et d'autre part, même si effectivement sur l'inflation, on ne pense pas nécessairement que ce n'est pas une centrale qui a un fort rebond, on est assez positif sur les actifs risqués et sur la croissance, y compris la croissance US. Donc en soi, ce n'est pas non plus un trade longue duration. Sur les actions, en quelques mots, long action, long actif risqué, mais avec plus de diversification. Voilà. Encore Donc, plus de diversité. C'est-à-dire que sur l'IA, on peut aller chercher la thématique IA, mais en Asie, en Europe, sur des réseaux, l'électrification, la santé, qui est un secteur qui peut profiter Ouvrir pleinement un peu les sujets. de cette thématique. Eh ben parfait, super. Merci beaucoup, David, pour votre concision. On s'arrête là pour ce soir. On aura encore 12 mois devant nous pour parler de 2026 et ce qui se passera l'an prochain sur les marchés. Merci à vous trois. David Belloc, Mirova, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Alexandre Attal, Russell Investment France.